La machine ne s'arrête jamais. Merab Dvalishvili remet une fois encore son titre en jeu à l'UFC 320 et ce sera face au très créatif et très offensif Cory Sandhagen. Une opposition de très haut niveau, une grosse énigme à résoudre pour le challenger. A-t-il un ou des chemins de victoire? On se pose la question dans cet épisode du Game Plan. Le Game Plan avec Brian Boulan, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue together. Yeah, bienvenue. Sur Fight Mind. Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Unibet.fr. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat? Oh, beaucoup de choses. Je vais dire quand même les ajustements de Sandhagen. C'est vraiment pour moi du côté de Sandhagen que j'ai pas mal d'interrogations, notamment sur on va dire ses derniers combats. Et je pense que s'il veut passer le test, s'il veut devenir couronné, je pense qu'il a beaucoup d'ajustements à faire. Je suis assez aligné avec toi. Spoiler, j'ai l'impression que dans la partie game plan de Merab, genre 80% c'est combattre comme il le fait d'habitude. Il n'y a pas beaucoup d'ajustements pour ce combat-là, mais du côté de Sandhagen, il y a beaucoup de choses à faire. Et forcément, bon, moi, mon intérêt, tout le monde le connaît, hein, c'est mon combattant préféré contre un combattant que j'aime beaucoup regarder. Deux styles qui sont complètement différents. Un qui impose plutôt le sien en général, l'autre qui intellectualise beaucoup le MMA. Et voilà, ici, je pense que Merab devient progressivement le gars pour lequel on se pose vraiment la question, mais comment le battre? Est-ce vraiment possible? Parce qu'il nous surprend à chaque fois, même quand il est ultra underdog. Donc, voilà, pour reprendre Jack Slack, qui est un analyste que j'aime beaucoup, il avait sa série à l'époque, il y a très longtemps, quand il faisait son blog, qui s'appelait Killing the King. Et il écrivait sur comment battre les profils un peu genre Ronda Rousey à l'époque où elle semblait imbattable, John Jones quand il semblait imbattable, etc. Et je pense que s'il écrivait encore ce genre d'article, il en aurait fait un sur Merab Dvalishvili parce que c'est vraiment une énigme, le chemin de victoire contre lui. Bon, et tiens, juste en parlant de ça, tu vois, sur l'énigme, même ses défaites sont entre guillemets controversées, tu vois. Parce que je suis allé sur ses défaites et il y a rien, c'est-à-dire que sa défaite à la décision contre Saenz, j'ai pas compris pourquoi il avait perdu, tu vois. Et on est nombreux aussi, tu vois. Donc même ces défaites, c'est une guillotine où il tape pas et où normalement il sort du combat et puis au final ils reviennent sur la décision. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vas pas prendre une guillotine à la toute fin. Enfin même là c'est compliqué quoi. Ça reste une énigme. Et ça remonte, hein, parce que voilà, il commence à l'UFC avec 2 défaites et puis il est sur 13 victoires consécutives. Donc quand bien même tu te dis ok, il a perdu 2 fois, ça remonte à il y a super longtemps quoi. Exactement. Ok, on se lance dans l'analyse juste après notre tale of the tape. Le challenger Cory Sandhagen occupe la 4e place du classement UFC et la 5e chez Fight Minds. Il a 18 victoires à son actif pour 5 défaites. Sous la bannière de l'UFC, il a remporté 11 de ses 15 combats et avec 8 victoires par KO et 3 par soumission, Sandman gagne 61% de ses combats avant la limite. Le champion Merab Dvalishvili fera son 25e combat professionnel et cherchera sa 21e victoire. Lui aussi est rentré 15 fois dans la cage de l'UFC, remportant 13 combats de suite après 2 revers immédiats dans la promotion. Il a remporté 75% de ses combats par décision, affichant 3 victoires par KO et 2 par soumission. Cory Sandhagen est grand pour la division, il mesure 1m80, 12 cm de plus que le champion, qui a une allonge d'1m73, 5 cm de moins que l'américain. Debout, nous sommes sur 2 volumes élevés, avec une dizaine de frappes envoyées à la minute pour le champion et une précision à 42%, ce qui l'amène à toucher ses adversaires 4,3 fois à la minute. Sandhagen touche 5,1 fois à la minute, avec 45% de précision. Défensivement, les deux sont à 56%. Évidemment, en lutte, la machine a une stat de malade, une amenée au sol tentée par minute et 1 sur 3 qui passe. Sandhagen défend 63% des takedowns. En septembre 2023, Cory Sandhagen passait Song Yadong pour commencer une série de 3 victoires avec Marlon Vera, puis Rob Font à la décision. En août 2024, il se heurte à Umar Nurmagomedov qui le bat à la décision, puis rebondit par soumission / blessure contre Figgy en mai dernier. Merab a un style actif et est très actif. En mars 2023, il bat Peter Yan, puis Henry Cerudo en février 2024. Il obtient son title shot à la sphère où il bat Sean O'Malley pour devenir champion, défend en janvier contre Umar Nurmagomedov et bat
bat une deuxième fois O'Malley en juin dernier par soumission cette fois-ci. Notre communauté a voté et sans surprise, on veut me faire mal au cœur. Personne ne croit en Sandhagen. Il a pris que 6% des 2000 votes, quelque chose comme ça. 6%. Oh, purée, la vache. Ah ouais. Je me pose la question si en dehors des combats avec un Français où clairement les votes sont biaisés, je me demande si on a eu quelque chose d'aussi scindé, quoi. 94-6, je pense pas qu'on ait déjà fait ça. Il faudrait que je prenne une fois note des résultats et qu'on garde un peu les records, ce genre de choses. Soit c'est ça, soit on a vraiment des gens qui votent et qui connaissent bien, tu vois, et qui ont regardé les derniers combats et qui sont assez confiants sur Merab. Ouais. C'est aussi une réalité. C'est possible. J'étais plus confiant pour Sandhagen avant de regarder ses derniers combats. Ok. Moi, je pense que je pense que j'ai regardé avec un œil genre, ah, là, il y a quelque chose à faire. Ah, là, il y a quelque chose à faire. Ah, là, il fait quelque chose de bien qui pourrait fonctionner. Et du coup, je me suis rassuré, tu vois. Bon, l'avantage des votes, c'est qu'on commence par parler de Sandhagen. Donc, je pourrais en parler des heures, mais j'ai essayé de simplifier. Donc, pour moi, c'est un profil complet plutôt striker. Il a une approche très offensive du MMA. Donc, il a un large arsenal technique, assez innovant. Il veut envoyer beaucoup d'informations à son adversaire avec ses mouvements, ses switches, ses déplacements, ses feintes, le fait qu'il attaque sur toutes les distances, qu'il attaque sur les 3 niveaux, avec toutes les armes, qu'il attaque en garde ouverte comme en garde fermée. Et en parallèle, il veut, en plus d'envoyer beaucoup d'informations, il veut en récupérer beaucoup de son adversaire pour pouvoir trouver des ouvertures. Voilà, c'est comme ça que j'établirais son profil de manière très très macro. Est-ce que selon toi c'est une bonne description? Et si oui, est-ce qu'on peut, enfin voilà, allons un peu plus dans le détail de ses forces pour commencer. Ouais, bah écoute, moi je l'ai vraiment défini comme un striker MMA parce que je pense que c'est vraiment sa base, le kickboxing. Il est parti, je crois même en Hollande à un moment avec Souer, je crois que c'est comme ça. Tout à fait. S'entraîner. Je me demande s'il a pas fait un tour aussi chez Team Alpha Male à l'époque où il y avait Ludwig. John Ludwig. Et effectivement, je trouve qu'il est devenu très complet au fur et à mesure avec une lutte offensive sur certains combats très intéressantes. Et puis, bah, il a aussi travaillé sur sa défense de takedown, sa capacité à pouvoir se relever. Pas mal du tout quand même, hein. Il faut rester honnête. C'est plutôt très bien. Donc moi j'ai défini comme ça. Et sinon sur le reste, je suis entièrement d'accord. C'est quelqu'un qui va. Je pense qu'il aime vraiment vraiment beaucoup le striking, les arts martiaux. Et on va en parler après. Peut-être un petit peu trop de temps en temps, tu vois. Je suis assez d'accord. Et pour revenir peut-être sur l'aspect plus lutte grappling, comme tu l'as dit, je crois que offensivement, comme dans son striking, c'est très très bon. Défensivement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment la lutte défensive qui pose problème. Le maintenir au sol, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a juste Aljamain Sterling qui a eu beaucoup de succès avec ça, avec une soumission assez rapide. Mais en dehors de ça, quand tu l'amènes au sol, ton travail n'est pas fini. Il va créer du scramble, il a des bons réflexes, il bouge bien. Et même au-delà de Sterling qui l'a finalisé, c'est contre Alcantara, je pense, où il tape pas du tout sur une clé de bras. Oui, sur une clé de bras. Ouais, beaucoup de gens auraient tapé à ce moment-là. Donc pour aller le finaliser au sol, il faut vraiment le faire très tôt, avant que ça transpire. Je pense que c'est une bonne stratégie hein, d'accepter de défendre la lutte une fois que les faits sont posés au sol. Parce que le sprawl, ça veut dire que tu es toujours dans l'attente et que tu dois avoir la tête légèrement vers l'avant pour que les hanches partent rapidement en arrière. Alors que quand tu boxes et que, entre guillemets, hein, tu tombes au sol et tu vas chercher à te relever soit en extrayant tes 2 jambes une fois assis, soit comme il le fait en te lançant au dos et puis après en tournant d'un côté de l'autre, ce qu'on appelle un switch quasiment, tu vois. C'est des stratégies, moi je trouve, plutôt intéressantes qui lui réussissent plutôt bien, quoi. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, mais selon le style, ça peut te convenir. Je pense que un qui est en train de très bien exploiter ça, c'est Jack Della Maddalena. On en avait déjà parlé. C'est pas quelqu'un qui est en mode striker et takedown defense. C'est plus un striker avec des très très bons scrambles. Ouais, mais je pense que en termes d'énergie, c'est beaucoup plus économique que de vouloir sprawler, que de vouloir refuser absolument d'être mis au sol, dépenser énormément d'énergie. Je pense que c'est beaucoup plus économe, je crois. Voilà, et là, ça nous amène peut-être sur la piste des faiblesses de Cory Sandhagen. J'en avais parlé dans
dans l'analyse de son dernier combat. Il semble à l'aise partout, et le fait qu'il soit à l'aise partout, il accepte de temps en temps d'être dans des positions ou dans des directions de combat qui sont pas de sa propre volonté à 100%, et donc ça peut l'amener à avoir des rounds plus serrés que ça devrait, ou simplement se retrouver dans des positions qui sont pas vues comme dominantes par les juges et se retourner contre lui. Parce que clairement, ne pas mettre d'énergie dans ta lutte défensive, c'est clairement prendre un risque parce que tu vas te retrouver au sol pour créer ton scramble, mais face à quelqu'un qui a un très bon contrôle ou qui a un meilleur grappling que toi, ça a été le cas contre Umar Nurmagomedov, ben ça lui offre en quelque sorte de très bons moments. Ouais. Juste pour revenir avant de repartir sur les points négatifs, j'avais pris sur les statistiques, défense de takedown, il était à 63%, si je dis pas de bêtises. Et je pense que c'est encore un peu plus haut parce que je sais pas exactement comment il score, comment les statistiques sont faites. Mais si vous faites à partir du principe takedown réussi, c'est un takedown où il y a une stratégie de grappling ou des frappes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu mets au sol, tu passes la garde par exemple, et ben ça c'est un vrai takedown qui est comptabilisé aux yeux des juges. Ou tu mets au sol, tu as des frappes. C'est un takedown mais lui, il a des takedowns qui sont sûrement scorés au niveau des statistiques, mais où dans la foulée, il va se relever et il n'y aura pas d'impact. Tu vois? Ouais, il n'y a rien eu derrière. Il n'y a rien eu derrière. L'adversaire n'a pas eu de schéma offensif derrière, mais c'est scoré comme, ok, il a mis Donc, son takedown. Tu peux être scoré comme un takedown, j'ai mis 5 takedowns, mais aux yeux des juges, il n'y a rien. Et d'ailleurs, c'est ce que certains expliquent sur la défaite de Merab contre Sahen, c'est qu'il n'y avait pas d'offensive derrière, il n'y avait pas d'impact. Et donc je pense que sa takedown defense, sa takedown qui a une valeur pour les juges est encore plus élevée, tu vois. Ouais, donc les 63%, ça paraît faible, mais la réalité c'est que c'est pas mal il quand même, hein. Ouais. Takedown defense, c'est 6 sur 10 que tu défends, hein. C'est correct, non? Pas ouf, hein. Je pense qu'en général, tu vas dire 75% qui est bonne, tu vois. 63% dans le top 5, c'est assez rare, hein. Tu sais quoi, en fait, maintenant, tu m'y fais penser, ce que j'y pense super souvent, c'est de faire des benchmarks. Par division, tu prends le top 10, tu fais la moyenne, et ça te permet de dire, ok, que ça signifie quelque chose, tu vois. Parce que 63%, comme tu le dis, ça signifie que ses adversaires tentent 10 et il y en a 4 qui passent. Ouais, il y en a 6 qui sont défendus. Mais quel est le benchmark par rapport à la division? Ça peut toujours être plus intéressant ça vaudrait le coup. Mais je pense que c'est encore plus haut avec cette question que combien de takedowns avec un schéma offensif qui va avoir de la valeur pour les juges, je pense qu'il est encore plus loin. Ouais, je suis entièrement d'accord. Donc maintenant, pour revenir sur les faiblesses, donc voilà, le premier que j'avais noté, c'était ça, c'est le fait qu'il soit un peu complet et à l'aise partout, ça ouvre des portes à ses adversaires. Il est pas toujours maître de la direction du combat. Ouais, je suis assez d'accord. Ça rejoint à peu près mes points. Mes points sont un tout petit peu plus précis, mais on peut dire que on l'a déjà utilisé, mais qu'il a pas réellement de colonne vertébrale dans sa manière de combattre, que ce soit donc dans les dimensions. Moi, j'avais omis le fait de parler des dimensions, mais par contre, je trouve qu'il lui manque une vraie colonne vertébrale dans sa stratégie de striking. C'est un excellent kickboxer, excellent striker, mais je trouve que ça n'a pas réellement de sens ce qu'il fait. Donc, je vais m'expliquer. Dans ses déplacements, j'ai marqué trop de déplacements, tue le déplacement. Il est toujours en train de se déplacer, mais ça n'a pas réellement des fois, ça n'a pas réellement de sens. Et je vous invite à regarder le combat contre Umar Nurmagomedov et de vous concentrer. Alors, j'ai noté pour avoir vraiment une toute petite partie. Vous regardez le round 3 à partir de 2 minutes. Il fait un shift, donc il avance d'un pas pour mettre un low kick. Il se fait mettre au sol. Il se relève, hop, il se replace. Des déplacements à droite, à gauche. Il fait un pas pour envoyer un jab. Il se fait contrer. Là, c'est à 2 minutes. Le pas où il se fait contrer, c'est à 1,43. À 1,37, il fait un changement de garde. Il se fait à nouveau contrer. À 1,23, il fait à nouveau un changement de garde. Il se prend juste avant, il se fait donner un low kick et juste après, il se prend un middle. Donc, ces déplacements, pour moi, c'est bien. Tu vas à gauche, tu te fais contrer, tu vas à droite. Alors, effectivement, Nurmagomedov, il est très bon en striking aussi. Mais tu dois avoir Nurmagomedov, il est complet. Normalement, tu dois être un peu meilleur que lui, tu vois. Si tes déplacements, c'est ta force, ça peut pas être genre j'avance, je me fais contrer, je vais à gauche, je me fais taper, tu vois. Donc pour moi, il y a un véritable souci là-dedans, dans ces déplacements. Il y a trop de déplacements qui
qui n'ont pas de sens. D'avancer sur un gars qui recule pas, ça a aucun sens, tu vois. De feinter un jab à moitié de chemin alors que t'as même pas vérifié avant s'il y avait des contres, ça, tu te fais contrer forcément. Je suis un peu sévère, hein, mais bon, voilà, regardez par vous-même. Il combat pour le titre, hein. Il combat pour le titre, donc il faut être sévère. Ouais. Et ensuite, sur son schéma offensif, je trouve qu'il n'y a pas de construction de schéma offensif. Donc, ce qu'on appelle les setups. Tu vas envoyer par exemple un jab, tu vas prendre l'information, il y a un parry, une esquive. La fois suivante, tu fais ton jab crochet. Tu vois, c'est de la construction en fait, tout simplement. Ouais. Lui, il y en a, je trouve, quasi aucune. Un exemple, toujours avec Umar, il envoie un high kick du gauche, boum, ok, bon il y avait rien avant, il y a pas un, je sais pas moi, un low kick jambe avant, et puis après tu feintes en bas, tu montes en haut, peu importe. Il a envoyé un kick du gauche, tu dis je sais pas, tu t'as envoyé un kick du gauche, le gars a défendu, tu feintes, je sais pas, un Superman punch, je dis n'importe quoi, tu vois, mais tu feintes et tu envoies une droite ou quelque chose, et puis il envoie un scissor kick, donc il feinte la jambe arrière pour envoyer un high kick avant, tu vois. Ça n'a pas de liaison, quoi. Ça veut dire que tu peux pas feinter le type. Donc forcément, Umar il défend tout, il y a aucun problème, il est à l'aise. Donc tu veux mettre ton scissor kick, tu feintes, t'envoies premier low kick, puis après tu feintes ton low kick, tu fais ton scissor kick par exemple. Voilà. Et ça rejoint ce que tu dis. Je trouve que il aime trop les sports de combat, il aime trop les arts martiaux, il veut montrer, tiens, j'ai fait ça, cette technique, mais il y a pas de sens, il y a aucun sens. Dans les déplacements, avancer, reculer, si le gars bouge pas, pourquoi tu vas avancer sur lui, tu vois? Dans ces techniques, tiens, je vais envoyer cette combinaison. Ouais, c'est bien, mais faut c'est une danse avec un partenaire, c'est pas, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Ouais. Et donc, je pense, ça rejoint ton point, je pense qu'il a pas de colonne vertébrale dans sa manière de combattre. Ouais, et juste, voilà, un des rares très bons setups qu'il a fait, c'est son KO sur Moraes. Je trouve que là, il y en a un, tu vois. Il y a le low kick, il y a une réaction qui montre une ouverture sur le spinning wheel kick, il feinte le low kick, il part sur le spinning wheel kick, ça passe. Les rares fois où il utilise ça, ça peut très bien fonctionner, mais comme tu l'as très bien dit, ces déplacements font partie de son jeu, et ces déplacements, ces switches, ces petites feintes à distance, c'est supposé perturber son adversaire. Et contre Umar, ça perturbait pas ça ne le perturbait pas, ça créait plutôt des options de collision. Ouais. Quand Umar arrivait à anticiper, tu vas arriver vers moi, je vais te contrer en collision. Tu vas sur ma gauche, je vais envoyer une frappe qui vient de ma gauche. Tu vas sur ma droite, j'envoie une frappe qui vient de ma droite. Ouais. Et même sur la gestion de distance, sur ces derniers combats, je trouve qu'il y a des fois, c'est tu fais un pas, le gars bouge pas, tu te prends un low kick. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Tu l'as dit, il y a quelques années, il faisait des setups, donc il feintait ou il envoyait un truc, il prenait une information et contrait. Là, sur ces derniers combats, il y a pas, quoi. Et donc ça, il faut absolument le régler, parce que tu peux pas être un excellent striker. Enfin voilà, on en a déjà parlé. Les strikers d'élite, des Pereira, hop, il va envoyer une frappe au niveau du corps, hop, et puis après, il va préparer son KO. On a des strikers d'élite qui préparent, qui peuvent attendre jusqu'à 3 rounds pour mettre un high kick dans la tête, tu vois. Eh bien ça, c'est ce qui lui manque actuellement. Et c'est pour ça que moi je l'avais défini au début comme un athlète complet plutôt striker, parce que toi tu l'as décrit comme un striker qui est devenu complet. Je crois que ça se rejoint, parce que si t'es un pur striker, tu dois faire partie des meilleurs de la division. Et au final, Petr Yan l'a battu debout. TJ Dillashaw, il lui a vraiment tenu tête. On est sur une split avec un combat qui a eu lieu quand même relativement blessure à l'épaule aussi pour lui, et puis pas dans sa meilleure forme. Voilà, il y a eu Song Yadong qui lui tenait tête. Vraiment, et Umar Nurmagomedov qui lui a plus que tenu tête debout. Donc au final, il y a pas mal de ses adversaires qui l'ont battu plutôt debout. Et de l'autre côté, quand il rencontre de très bons strikers qu'il est capable de lutter, Song Yadong ou Rob Font, mais c'est sa lutte qui va faire parler. Donc c'est pour ça que j'avais pas envie de mettre l'étiquette striker, parce que pour moi un striker va systématiquement gagner debout ou rarement perdre debout, et n'utilisera que très très rarement sa lutte. Ici, il a dû utiliser la lutte dans certains combats pour aller chercher la victoire. Ce qui le rend automatiquement plus complet qu'un pur striker. Ouais, mais c'est pour ça que moi je l'ai pas défini comme un striker d'élite et juste striker. Parce que tu peux être un kickboxer de formation, un striker, mais s'il te manque le côté élite, le côté ces tout petits détails, ces skills invisibles, si tu les as pas, tu peux pas être catalogué comme un striker d'élite. Mais par contre, pour moi, sa formation, c'est vraiment là-dedans. Et sa deuxième option, je pense, c'est plutôt la lutte.
Exact. Ouais, Voilà. c'est une bonne manière de le faire. Et alors, dernière faiblesse, c'est un style qui a besoin d'espace. Hein. Forcément, c'est automatique. Ça, les gars qui se déplacent beaucoup, qui utilisent beaucoup d'espace, qui ont besoin de faire ces in and out, de feinter beaucoup, etc. Bah, tu leur limites l'espace, le style fonctionne moins bien. Ouais. Alors moi, sur le dernier point faible, j'ai mis sur le fait de se faire mettre au sol. Effectivement, il a une bonne défense. Mais sur les single leg, il se fait mettre au sol dans le premier round quasi par tout le monde, entre guillemets, tu vois. Enfin, sur ses derniers combats. Mais single leg, donc ce qu'on appelle la single leg, running the pipe. Donc tu vas prendre la jambe, running the pipe, donc vous imaginez chevaucher un tube, hein, ou les pompiers là qui descendent, tu vois. Et puis bah tu tournes et tu fais tomber au sol. Donc ça, ces deux derniers adversaires l'ont mis au sol de cette manière. Il va avoir toujours le même schéma défensif, donc il accepte de se faire mettre au sol un peu trop facilement de cette manière-là, et après, une fois au sol, il va te donner son dos pour chercher à se relever en tournant d'un côté à l'autre. Ça, pour moi, quand ça fait 2 combats que tu proposes exactement la même défense, c'est problématique, tu vois. Alors, Ouais, surtout quand tu vas affronter un lutteur. Ouais. Voilà, contre Oumar, pourquoi pas. Il te met au sol, t'as pas encore la défense adaptée du single leg running de pipe, d'accord. Bah, tu dois le bosser pour le combat suivant, tu vois. Parce que là, c'est le Brésilien qui est arrivé et qui l'a mis au sol de la même manière, exactement. Et il a réagi de la même manière, exactement. C'est-à-dire qu'il est tombé, Cory Sandhagen, il a donné son dos, il a réussi à sortir. Donc, Devezon avait fait son travail, donc il avait vu la manière de mettre au sol. Par contre, moi, je pense que Merab sera capable d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'il pourra mettre au sol et prévoir les réactions de Sandhagen. Il va se tourner, prendre le dos. Je dois aller, je sais pas moi, soulever ses jambes pour pouvoir leur mettre les épaules au sol. Enfin, il y a plein de manières de faire. Ou il prend un dos, mais avec je dis n'importe quoi, mais avec une manière pour, tu vois, genre un Half Nelson pour le remettre sur son dos, pour l'empêcher de s'échapper. N'importe quoi. Mais 2 fois d'affilée, la même défense, 3 fois, ça va pas le faire. Non, et encore une fois, surtout face à un profil comme Merab, Voilà. qui en plus est partenaire d'entraînement de Sterling, qui a utilisé ce chemin pour aller le battre. Voilà. Donc voilà, un point faible là-dessus. Il y a eu un manque de correction sur certaines faiblesses qui ont été réexploitées par le combattant suivant. Ouais, et pour un combattant intellectuel et cérébral, il y a tout intérêt à ce que dans sa préparation pour le combat pour le titre, il y ait ces ajustements qui soient faits, qui retravaillent un peu sur ses réflexes. On peut parler de réflexes, c'est des habitudes de défense sur la même attaque. Là, ça va être exploité par Merab s'il n'y a pas de changement d'attitude ou de changement de technique primaire sur ce type de takedown. Ouais. Alors, Merab Dvalishvili, lui, c'est un combattant qui force le rythme et un rythme ultra élevé. On dit tout le temps, il a un cardio illimité, il doit pas se soucier de ça. Et il a clairement un style à l'usure, il va pousser l'action, il va beaucoup lutter, pas toujours avec l'intention de mettre au sol, ça c'est très important à souligner. Il va lutter de temps en temps juste pour forcer son adversaire à être sur la défensive, à défendre, à fatiguer, justement pour pas se faire mettre au sol. Et je trouve que de combat en combat, son pied-point devient de plus en plus un élément qu'il faut garder à l'œil. On n'est plus en mode... Ok, il peut rien me faire debout, je vais juste faire gaffe à la lutte. Non, maintenant, si tu fais gaffe que à la lutte, tu vas te faire connecter debout. On ne peut vraiment plus négliger cette partie-là de son jeu. Et en plus de ça, puisque tu dois commencer à faire attention à son pied-point, ça lui ouvre encore plus de portes sur sa lutte, ou alors ça rend ses adversaires encore plus figés ou moins volumineux, ce qui peut être une clé de ce combat. Et pour couronner le tout, il a un très solide menton. Alors, j'ai pas envie de le refaire. Je sais plus si j'avais parlé de ça en off ou sur un podcast. Est-ce que j'avais déjà comparé Merab à un enfant pour le cardio? Peut-être, je sais plus si c'était en ouf, oui. J'en parlais hier avec les gosses, non pas avec les gosses, mais avec mes élèves du matin, que les gosses, ils avaient un cardio, ça s'arrêtait jamais, quoi. Ouais, parce qu'ils s'amusent. Parce qu'en fait, et vraiment, je crois que j'avais fait la comparaison en disant, tu vois, Merab, ce qu'il fait en dehors, enfin, sur Instagram et tout, tu vois que c'est un gamin, enfin, tu vois, c'est pas méchant. Entre les rounds, son dernier combat, il se marre, quoi. Il a une vie où il veut s'amuser, quoi. Et dans la cage, c'est pareil, il a cette attitude de je suis juste en kiff, quoi. C'est ludique pour moi. Et le fait qu'il s'amuse dans la cage, on a l'impression qu'il a un peu le cardio d'un gosse que, comme il s'amuse, il pense pas au fait que son corps fatigue, que son cœur fatigue, qu'il doit prendre sa respiration, quoi. Donc voilà, j'ai cette théorie qu'en fait, il a pas un meilleur cardio que quelqu'un d'autre, c'est juste qu'il s'éclate tellement dans la cage qu'il pense pas à la fatigue.
Écoute, je pense quand même qu'il a un gros cardio. Quand même. Je me posais la question ce matin, je me disais, purée, mais ce type-là, soit faut lui mettre des inspecteurs, tu vois, sur le cul pour vérifier ce qu'il prend, ce qu'il mange, ce qu'il y a dans son sang, soit faire des analyses pour voir. Je pense qu'il a soit vraiment une particularité génétique, mais faut l'étudier, quoi. Faut l'étudier. Sinon, si c'est pas une particularité génétique, faut fouiller ses tiroirs, son frigo, je sais pas. Mais voilà. Mais sinon, j'ai Jus de trouvé betterave. Hein Il carbure au jus de betterave. C'est ma Ouais, seule peut-être. explication. Effectivement, tu as raison de dire qu'il s'amuse. Entre les rounds, il est là, il se marre, il sourit, t'es là, tu fais, mec, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais il a pas un si gros volume hein, sur son dernier combat. Hein. Non. J'ai regardé un petit peu, il y a ce travail de pression. Donc moi, pour en venir un petit peu sur la définition, j'ai noté qu'il était droitier, mais j'ai marqué vraiment qu'il y a un travail de pression, de cadrage. Et je l'ai noté, j'ai voulu souligner aussi que son striking était vraiment efficace. Et donc j'ai noté le terme brawler, donc bagarreur. Mhm. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, hein, brawler pour les combattants qui viennent. Alors, le problème de bagarreur, c'est que t'as l'impression que le gars il vient pour frapper. Faire C'est même pas n'importe ça. quoi. C'est Ouais, vraiment le c'est pas ça. style brawler. C'est le gars, c'est pas très propre. Il doit sauter pour envoyer ses gazelle punch. Il envoie des frappes. Il n'a pas réellement de stabilité. Tu sens que c'est pas réellement bien construit académiquement parlant. Hein. Mhm. Il a vraiment ce côté-là. Et alors sur la lutte, j'ai noté que c'était un lutteur, bien évidemment, mais j'ai voulu la définir un petit peu plus. Pour moi, il n'a pas une lutte de mise au sol, de contrôle. Il n'a pas une lutte académique, que ce soit en lutte freestyle ou en lutte folk style. Et j'ai réussi à trouver un terme qui me convenait. J'ai mis qu'il avait une lutte de sap. Donc saper, Ok. quand tu sapes Ouais. quelque chose, c'est que tu viens casser les appuis, les pieds, voilà, C'est le cumul. tout ce qui maintient. Mhm. Et il y a un vrai travail de sap dans les jambes de l'adversaire. Et en plus, ce que j'aimais bien avec ce terme-là, c'est qu'il y a un travail de sap mental et de sap, voilà, sur le cardio de l'adversaire. Et je pense qu'il est en train de proposer une nouvelle lutte très loin de ce qui se fait sur le plan sportif avec la lutte freestyle et folkstyle, où on va chercher juste à plaquer les épaules au sol ou à scorer en regardant le nombre de points. Là, il est sur une lutte de MMA. Je viens saper tes appuis, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Physiquement, c'est difficile. Et je regardais à nouveau le combat, ce combat qu'il a eu contre Sean O'Malley. Et le finish est la soumission, elle est pas, enfin, je sais pas à quel point ça pouvait être douloureux et tout, mais je pense que la sape qu'il a eu, le travail de sape qu'il a fait, a eu un réel impact sur sa capacité à finir Sean O'Malley. Je pense Est-ce que que tu Sean penses O'Malley, il en qu'on voulait est... plus, quoi. Voilà, c'est ça. Tu penses qu'on est dans un cas de figure un peu comme Nunes contre Peña où tu tapes, tu pourrais défendre, si tu donnes tous les moyens, tu pourrais le défendre, mais ton mental a un peu craqué ou fort craqué. Et Ouais. parce que ça a fort craqué, il y a un moment où Bah, tu mets plus l'effort qu'il faut, quoi. déjà, la défense, elle était tardive. Il est là, en dessous, il est sur une demi-garde, avec un bras en dessous, il se met sur les genoux. On a quand même Merab qui s'installe sur la soumission, qui met pas, il est pas très rapide, hein, il a pas, Merab, c'est un gars qui a pas des grandes qualités, si ce n'est son cardio. Mais voilà, c'est pas rapide, il C'est pas s'installe. explosif, non. Et Sean O'Malley, pour moi, il défend pas comme s'il y avait une réelle urgence, et puis il se met sur son dos, et la soumission, elle est là. Regardez la soumission, c'est pas quelque chose qu'on travaille régulièrement, ce genre de soumission. Non. Euh, T'as presque l'impression qu'il finit sur un Ezekiel en nord-sud, tu vois, c'est un Ouais, ninja choke, mais l'angle a changé. Et après, je me posais vraiment la question si on n'est pas plus sur la pression d'un Ezekiel, tu vois. c'est possible, hein. Mais je pense aussi que dans ces moments-là, quand tu es dans des mix de techniques, si c'est pas une clé de nuque, c'est qu'il y a aussi le gars en dessous, il en veut plus, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc moi je le définis comme ça, lutte de sap et striker brawler, donc vraiment type bagarre, pas très académique et comme tu l'as dit, dangereux parce que bah, tu dois et défendre la lutte et prévoir ça et bah, si tu restes pas vigilant, tu te fais toucher parce qu'il a quand même bien touché Sean O'Malley. Ouais. Voilà. Et comme tu l'as dit aussi, j'ai noté, il est toujours dans l'offensif, toujours en train de chercher à attaquer.
Je pense que le combat qu'il a eu contre Saenz, où il a perdu parce qu'il était que dans la lutte, ça a pu jouer, et il a compris que les règles, elles étaient vraiment autour de ça. C'est peut-être, ouais, ça a peut-être ajusté son jeu, sa défaite contre Saenz Peut-être. a travaillé sur le long terme, hein, parce que son pied-point a mis vraiment beaucoup de temps à être développé. Mais là maintenant, on est à une phase de sa carrière où ça devient de plus en plus dangereux, et c'est intéressant de voir comment ça va progresser. En termes de défauts, moi j'en ai noté 2. C'est pas facile à trouver, mais il y en a un, c'est vraiment le fait qu'il soit autant dans l'action. Automatiquement, il est très souvent dans des distances où il peut se faire toucher, et voilà, il se fait toucher, mais il est très durable de l'autre côté. Moi, sur le défaut contre Sandhagen en particulier, c'est sa taille, on va dire, qu'il est relativement bas, qui met beaucoup de pression. Donc Sandhagen, il a quand même des coups de genoux sautés qui sont létaux. Je pense qu'il pourrait être très très dangereux là-dessus. Donc voilà, ça pourrait faire partie de ses défauts. Le deuxième défaut, tu en as parlé sur le long terme, c'est que il a du mal à finir ses adversaires. On l'a eu. Alors moi, c'est vraiment ce que j'attendais sur le combat contre Sean O'Malley, le deuxième combat. Tu l'avais dit. Je l'avais dit. J'espérais clairement qu'il finisse Sean O'Malley, dans le sens qu'il ait fait des progressions, qu'il ait travaillé sur son sol, parce qu'il y aurait un chemin pour le finir. Le premier combat, il y avait des chemins, et il devait faire le travail. Il l'a fait très bien. J'ai pas réellement mis de défaut, en fait. Je vous avoue, j'ai laissé l'espace blanc. Il y a juste la question de la taille, où ça peut être dangereux. T'as parlé de son menton, donc il a un bon menton, et mais justement, moi, j'avais noté le corps, hein, déjà la fois passée, parce que et c'est bien parce que ça fait lien aussi avec les décisions. Tu vois, le fait qu'il a 75% de ses victoires, c'est par décision. C'est vrai que là, le dernier combat, il a montré une capacité à finaliser. Mais quand tu es quelqu'un qui gagne beaucoup par décision, en gros, tu laisses le temps à ton adversaire d'avoir un coup d'éclat pendant 25 minutes. Ouais, c'est vrai. Parce que là, tu es dans des combats pour le titre, donc ça devient un défaut si t'es pas capable de finaliser, parce que on a déjà vu beaucoup d'exemples, et d'ailleurs, j'en ai commenté un au Brave la semaine passée, où tu as un mec qui domine clairement son adversaire, mais tu sens qu'il a pas le nez pour le finish, et puis il prend un comeback dans les dents. Et ça peut arriver. Donc le fait de ne pas être un finisher, ça peut se retourner contre toi, parce que c'est du temps que tu laisses à ton adversaire de se relever, de trouver une ouverture sur le peu de fenêtres que tu lui laisses. Et notamment dans le premier combat contre Sean O'Malley, il était en contrôle total, il partait vers une décision, et la fin du dernier round devient très compliquée parce qu'il prend beaucoup de stab kicks, et tu sens que ça lui fait très très mal. Et donc moi j'avais dit, justement, dans la stratégie de Sean O'Malley dans la revanche, c'était beaucoup utiliser ce qu'il avait fait sur la fin de leur premier combat. Mais les déplacements et la pression de Merab ont fait que c'était beaucoup plus compliqué d'envoyer des stab kicks sur le reculoir qu'en offensive. Mais voilà, ça reste une information que tu gardes. Très bon menton. On a l'impression qu'il y a peut-être moyen de le mettre KO au corps, ou de vraiment le gêner avec des frappes au corps. Et le point d'interrogation, c'est est-ce que, en mettant autant de frappes à son corps, est-ce que son cardio tient autant? Ça reste une question aussi. Donc pour moi, c'est l'élément sur lequel tu dois capitaliser. Et j'avais noté ça dans le game plan. Sa défaite contre Saenz, où est-ce que j'ai pris la note? Bon, bref, je le redirai dans le game plan, mais je pense que 53% des frappes de Saenz sont au corps. C'est ultra rare que tu dépasses les 50%, même les 40% de frappes au corps. Donc voilà, la seule défaite à la décision, même si elle est controversée, ça reste un combat où tu peux donner des rounds à Saenz. Il y a 53% de ces frappes qui vont vers le corps de Merab. Est-ce que tu as des facteurs X? Moi, j'y ai pas pensé hier, mais maintenant, j'ai pensé à un pendant notre discussion. Non, j'ai pas regardé les facteurs X. On parlait de la colonne vertébrale, le manque de colonne vertébrale dans le jeu de Cory Sandhagen. Il travaille maintenant avec Trevor Wittman. Est-ce qu'on considère Trevor Wittman comme un coach qui serait capable de donner une colonne vertébrale à son jeu? On a l'impression que, j'ai l'impression que le travail de Usman qui est allé chez Trevor Wittman, ça a fait quelque chose de bien. J'ai l'impression que le moment où Justin Gaethje a dit à Trevor Wittman, je veux devenir un champion, il y a eu quelque chose de bien qui s'est fait. Et j'ai l'impression que Rose Namajunas, depuis qu'elle ne travaille plus avec Wittman, c'est moins bien. Il y a un genre de déclin. Ça reste un bon stratège, je pense, Wittman. Alors, il a eu sa grande époque, justement, où on avait Usman et Namajunas qui étaient champions. On avait Justin Gaethje qui avait pris la ceinture intérim. Donc, il a eu ses grands moments.
Il y a eu l'époque où on commençait à critiquer un peu Whitman comme à chaque fois qu'un coach n'est plus au sommet de son art. J'hésite. Pour moi, c'est un facteur X. Je sais pas à quel point Whitman peut être un apport ultra positif dans le style de Cory Sandhagen. C'est une bonne question. Alors sur Trevor Whitman, moi je pense qu'il a apporté une boxe beaucoup plus propre à Ousmane. Ouais. On l'a vu avec l'utilisation de ses jabs. Peut-être qu'il est, il va être beaucoup plus condensé, tu vois. Parce que il y a cette question de colonne vertébrale, mais j'en ai parlé. Je pense que Sandhagen, il aime trop les sports de combat, trop les arts martiaux. Il a envie de tout connaître, il a envie de tout montrer, il a envie de tout lancer, tester. Et je pense que Trevor Whitman, il va être capable de beaucoup plus condenser sur les techniques. S'il faut utiliser qu'un jab pour gagner, il va travailler que sur un jab. Et donc, c'est possible qu'il va restreindre l'arsenal technique de Sandhagen. Et déjà, rien que ça, je pense que c'est plutôt pas mal, tu vois, entre guillemets. Ouais. Donc, rien que ça, c'est plutôt pas mal. Donc oui, ça pourrait être un facteur X. Ça pourrait être un facteur X et ça pourrait être aussi, s'il analyse. Alors, sur la question de la dynamique de Trevor Whitman, je sais pas trop où il en est dans sa, dans ce qu'il fait, tu vois, parce qu'il a sa salle et puis, il a sa marque de gants. Est-ce que, je sais pas s'il est 100% dedans, je sais pas du tout. Donc, ça pourrait être un facteur X. Tu as raison, ça pourrait être un facteur X. Maintenant, à voir. Vraiment à voir. Ouais, et je continue là-dessus parce qu'il me semble que Sandhagen en a parlé sur le Joe Rogan par rapport à son combat contre Umar Nurmagomedov. Il a dit quelque chose dans l'ordre d'idée il s'attendait pas à ce que la lutte d'Umar soit aussi efficace ou aussi bonne ou quelque chose comme ça. Qui s'attendait à ce que ses scrambles soient plus faciles et lui permettent de plus facilement ouvrir des portes. Et donc là, je sais pas si c'est un souci d'analyse ou un souci de partenaire d'entraînement, parce que j'ai l'impression que Trevor Whitman c'est très petite structure et quand tu affrontes un Umar Nurmagomedov, quand tu affrontes un Merab Dvalishvili, tu as besoin d'avoir des très très bons lutteurs pour savoir à quoi t'attendre. Et j'ai l'impression qu'il a peut-être été surpris par certains aspects de la lutte et du grappling de Umar Nurmagomedov, parce que à la salle il dominait tout le monde parce qu'il n'y avait pas un niveau comparable à ce qu'il va rencontrer dans la cage. Et donc là c'est un nouveau facteur X. Le fait qu'il en parle chez Joe Rogan, j'espère que ça l'amène à se dire, ok, il faut que je trouve des partenaires d'entraînement qui ont ce niveau de lutte pour que je m'habitue et que je rentre dans cette cage, soit avec la crainte de cette lutte en disant, ok, effectivement, à la salle, il y a des gens qui ont réussi à me contrôler, donc il faut pas que je touche le sol, ou bien justement qu'il ait travaillé avec du très très bon niveau et qu'il ait trouvé les petits ajustements nécessaires pour se relever face à quelqu'un comme Merab sans trop se fatiguer non plus. Mais écoute, moi, je repartage pas du tout son analyse de son combat et de sa défaite. C'est pas la lutte le problème, c'était vraiment son striking pour moi. Ouais. Mais il a pas mis la défaite sur la lutte. Il a juste exprimé qu'il avait été surpris qu'il s'attendait à faire mieux dans le département de la lutte. Et une de ses erreurs, et donc, ça pourrait être aussi un facteur X dans le sens inverse. Si effectivement, comme tu le penses, le fait d'être chez Trevor Whitman, lui enlève dans sa préparation la possibilité de s'entraîner avec des profils similaires, ça peut être un facteur X en sa défaveur, hein, clairement. C'est dans les deux sens, ouais. Ah ouais. Entre un Merab qui va s'entraîner avec un des meilleurs 66 kilos et l'ancien champion des 61, et puis un Sandhagen qui va faire des pads dans une cage avec de la lumière, tu vois, c'est pas la même dynamique, quoi, tu vois. Ouais, je suis vraiment intrigué. Et j'ai pas l'impression en plus que, je sais pas à quel point Trevor Whitman va faire comme certains coachs, aller chercher des sparring partners similaires, les ramener. Vas-y, je veux ça, tu vois, vraiment dans l'investissement. C'est un investissement d'aller chercher des partenaires d'entraînement, trouver quelqu'un de similaire, de payer aussi, hein, parce que on est aux États-Unis. Alors déjà, en Europe aussi, je pense qu'à un moment, il faut commencer à payer les partenaires d'entraînement, tu vois, qui viennent pour ça. C'est pas la même chose, quoi. Donc ça pourrait être aussi un facteur X en sa défaveur. Ouais, à voir. Là, j'étais un tout petit peu sur son Instagram avant de faire le podcast et je me suis arrêté parce que j'ai vu une vidéo de lui et Brandon Royval, donc j'ai dit tiens, mes deux combattants favoris sur une vidéo, je vais la regarder, et puis finalement j'ai pas scruté s'il y avait des partenaires d'entraînement particuliers pour ce game plan. Je regarderai après. Parlons stratégie justement. Donc en intro, toi comme moi, on disait que c'est plus du côté de Sandhagen qu'il y a des ajustements à faire, et
voilà, déjà il y a une complexité à imaginer un game plan, un style, un type de combattant qui va pouvoir passer Dvalishvili. Franchement, ça devient chaud de pouvoir juste imaginer quelque chose qui passe. Petr Yan était ultra favori contre Dvalishvili, Umar Nurmagomedov était ultra favori, et donc même quand on pense et on imagine qu'il y a un gars qui va le faire, bah ça passe pas. Donc pour Sandhagen, première question, c'est en dehors d'un gros coup d'éclat, tu as parlé du coup de genou sauté qui pourrait être forcément celui contre Frankie Edgar, bah, si ça passe, tu peux avoir le menton que tu veux, tu tombes. Triangle inversé qu'il a tenté et qui n'était pas passé très loin contre TJ Dillashaw, tout ce qui est clé de jambe, etc. En dehors des coups d'éclat, sur quoi est-ce qu'il peut jouer pour espérer avoir un chemin de victoire contre Merab? Bah écoute, moi j'ai noté sur les déplacements déjà. Je pense qu'il va devoir vraiment travailler sur ses déplacements pour ne pas se retrouver mis sous pression comme l'a été Sean O'Malley dans le couloir de la mort, clairement. Donc ses déplacements, il doit repenser ses déplacements pour qu'ils soient efficaces et pas juste se déplacer pour se déplacer. Ça, c'est la première des choses. J'ai noté les stab kicks. Donc, tu en as parlé sur les faiblesses de Merab. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire au corps, surtout avec les stab kicks. Ouais. Je pense que la distance de kick est plutôt pas mal. Oui. Je pense qu'il doit boxer en arrière, en reculant. Je crois qu'il doit vraiment laisser tomber tout ce qui va être shifting. Donc, le fait d'avancer en faisant des grands pas, en changeant de garde, ça risque d'être problématique. Les changements de garde, donc les switches à distance, comme a pu le faire Sean O'Malley, il y a pas mal de choses qui sont plutôt bien passées, on va dire, où ça a touché. Les jabs aussi ont bien touché. Voilà, et puis le clinch, taille, si ça va, s'il se rapproche. Je crois qu'il y a eu un combat, je me demande si c'était pas avec Saenz, ou je sais plus quel combat, où à un moment il se fait prendre en clinch taille, il a pas réellement de réponse. Ça, c'est des choses aussi qui fonctionnent bien avec les lutteurs. Le double collar tie, c'est une technique qu'on n'utilise pas en lutte. Et donc, un lutteur, la plupart du temps, quand il se prend en double collar tie, il sait pas quoi faire. Ouais. Et donc ça peut avoir un impact. Il est grand, il a des genoux qui montent bien. Ça peut être une solution qui inquiète grandement Merab, qui redresse sa position et qui le pousse à moins engager le corps à corps, tu vois. Ouais, je te rejoins, j'avais mis le clinch en point d'interrogation parce qu'effectivement j'ai l'impression que quand tu fais face à un lutteur en tant que striker, tu évites aussi le clinch en disant le clinch c'est une opportunité pour mon adversaire de ceinturer, etc. Mais comme tu l'as souligné, le tie clinch, t'as pas tout le temps des lutteurs qui ont un système défensif par rapport à ça, tu peux prendre des moments là-dessus. Non. Les stop kicks aussi peut-être, je crois que chez O'Malley on a utilisé quelques-uns, voilà, ça peut servir pour maintenir à distance. Et les armes dangereuses de grand, les classiques, je crois que contre... je sais plus contre qui, mais un très bel uppercut, les genoux dans l'axe ou les genoux sautés, front kick à la tête, il en tente un contre Figueiredo, donc il a ça dans son arsenal. Même si tu rates avec, ça reste, comme disait Aldric, une information dans le tunnel du lutteur. Alors, Merab, c'est pas quelqu'un qui shoot super bas, c'est quelqu'un qui vient mettre la pression collée et surtout venir d'abord travailler le haut du corps et puis éventuellement il descend dans les jambes. Malgré tout, voilà, quand tu as quelque chose qui passe devant tes yeux, même les flicker jabs, ça peut être intéressant. Oui, clairement. Je pense qu'on est... Et voilà, j'avais aussi noté, pour le travail au corps, au début de sa carrière, il envoyait quand même beaucoup de crochets au corps, body shots, avec son anglaise. Ici, je sais pas, mais ça peut sortir dans une combinaison. Si à un moment Merab est sur le pied arrière, Merab dans le dernier combat contre Sean O'Malley, à un moment, il est quand même sur son pied arrière. Il y a des moments comme ça où tu peux venir faire une petite combinaison sans shifter, mais voilà, t'as ton petit direct crochet au foie reculé. Il a mis un KO comme ça contre Austin Arnett, un truc comme ça, Cory Sandhagen. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Austin Arnett, ouais, body shot, deuxième round. Je pense que contre Lineker, il en envoie pas mal aussi. Donc ça fait partie de son arsenal, pourquoi pas. Ouais, et sortir de l'axe après les frappes. Sur ses derniers combats, il a tendance, tu vois, à envoyer le dernier coup, chercher fort et puis rester encore devant, tu vois. Ouais, vous regardez, vous allez voir, je sais plus quel combat, il fait des petits cris, tu vois, des sortes de kai, quoi, tu vois. Ouais, mais en karaté, normalement, c'est la recherche du coup qui termine et tu vas faire le kai pour montrer que c'est un coup final. Et des fois, je trouve qu'il va frapper et il reste, et après, c'est là où il se fait contrer, où on rentre dans les jambes. Donc, il va devoir frapper, puis repartir sur les côtés. Dès qu'il a fait une combinaison, il doit désaxer après.
Je pense Voilà, que on ça va espère être vraiment- on espère que le facteur X de Trevor Whitman soit dans son sens, parce que normalement, Trevor Whitman, c'est quelqu'un qui travaille très très bien aux pads et Ouais. qui doit avoir ce truc de ta fin de combinaison, c'est pas l'extension de ton dernier coup, c'est la rétraction et même le reset de distance, donc le petit pas sur un angle. Ouais. Pour le champion, voilà, comme j'ai dit dans l'intro, j'ai l'impression qu'on a un genre de game plan tout tracé qui est bien en accord avec ce qu'il est capable de faire. Il doit clairement limiter l'espace de Cory Sandhagen, le coller, le lutter, le mettre sur la défensive. On a dit ces deux combattants qui sont très offensifs. Donc si tu arrives à toi-même être offensif, ça veut dire que l'autre l'est moins, à moins qu'on est dans de l'échange au centre de la cage, ce que je perçois un tout petit peu moins. Et tu l'as souligné. Quand tu regardes statistiquement, personne n'a obtenu tant de contrôle que ça. Umar n'a eu que 5 minutes sur 25 de contrôle. Étonnamment, c'est TJ Dillashaw qui a le plus de contrôle contre Cory Sandhagen avec 8 minutes 22 sur 25 minutes. Et en donc, collant au mur. Hein. Et c'est pas spécialement au sol, c'est en collant à la cage. Donc voilà, j'avais noté, c'est marrant parce que tu en as parlé. Il a peut-être pas la meilleure statistique sur la lutte défensive, mais au final, quand tu regardes le temps de contrôle de ses adversaires, il y a pas tant que ça. Sauf pour Sterling, forcément, il aurait peut-être que Sterling aurait faussé la stat, enfin aurait augmenté cette stat, mais Sterling l'a fini en moins de 90 secondes. Donc voilà, c'est là où on peut se poser une question. Mais statistiquement, on a quand même cette impression que ta stratégie va pas se limiter à tu le colles à la cage, tu le mets au sol et tu prends ta victoire avec 13 minutes sur 25 de contrôle parce que personne n'y est encore arrivé. Ouais. Bah écoute, moi sur le game plan, je te rejoins entièrement. Je pense que le style est suffisant et enfin le style de Merab est suffisant pour battre Sandhagen et donc moi je vais augmenter un petit peu mes attentes vis-à-vis de Merab. Et comme sur son dernier combat, je pense qu'il doit avoir un game plan pour étrangler tout simplement Sandhagen. Donc s'il arrive comme ça au talent, je le vois être capable d'emporter le combat à la décision. Mais moi, je vais attendre un peu plus. Je veux qu'il étudie Sandhagen. Et donc, moi, j'ai noté mettre Sandhagen sous pression, contrer son anglaise et ses low kicks, étudier ses défenses en lutte, ses réactions et capitaliser dessus. Et quand je parle capitaliser dessus, je pense que Sandhagen, il y a quand même beaucoup d'informations à étudier, beaucoup de choses. Et je pense qu'il est capable de voir. C'est simple, hein, on a parlé de la single leg, quelles sont les réactions, comment il tourne, quel est le premier genou qui va mettre au sol, le premier pied qui va lever, et à partir de là, imaginons que il est à quatre pattes, il lève par exemple la jambe gauche pour chercher à faire son tripod, eh bien si tu sais que c'est la jambe gauche, tu auras déjà drillé de passer ton crochet, je dis n'importe quoi, hein, mais vous avez compris le principe. Étudier ses réactions pour aller chercher le finish, voilà. Donc ça, ce serait mes attentes, si j'étais dans son coin, si j'étais son coach, je dirais écoute, voilà, on va bosser pour aller finir ce type-là. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai que de temps en temps, on met ça dans un facteur X quand t'as un challenger qui vient prendre son premier title fight. Le Saint Round ici, t'as presque l'impression que Cory Sandhagen en a fait plus que Merab Dvalishvili, parce qu'il a été dans beaucoup de combats principaux. Et là, du coup, pendant que tu parlais, je regardais aussi les stats. Tu vois, sur UFC Fight Stats, t'as average fight time. Et ça, c'est super intéressant parce que ils ont tous les deux 15 combats à l'UFC. Donc, l'échantillon est identique. Et le temps moyen de combat de Merab à l'UFC, c'est 16 minutes 36 par combat. Et Cory Sandhagen, c'est 14 minutes 2. Donc, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'éléments à étudier d'un côté comme de l'autre parce qu'on a vraiment beaucoup de minutes de combat disponibles sur l'UFC Fight Pass pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà, il y a des réactions que tu peux étudier pour déjà savoir comment tu vas travailler et mettre le combat dans ta poche. Donc on pourrait avoir un finish, hein, si les gars ont bien fait leur taf, d'un côté comme de l'autre. Ouais. On pourrait plus facilement avoir un finish parce que les gars ont repéré des moments, des espaces possibles pour obtenir soit un KO, soit une soumission. Ouais, et même si le combat de Sterling contre Sandhagen était éphémère, dans cette équipe-là, dans l'équipe Sterling, c'est Longo, quoi, dans l'équipe Ray Longo, ils ont déjà étudié Cory Sandhagen il y a un certain temps. Ils ont trouvé ce chemin vers la victoire de manière relativement facile. Et donc, à la limite, tu reprends un peu ce que tu avais travaillé pré-Sterling. Tu regardes un peu comment ça a progressé depuis. Et tu as de nouveau une analyse qui est, je vais pas dire toute faite, mais tu as une pré-analyse qui a été faite et tu dois plus te concentrer sur comment il a évolué depuis et à quel point tu peux réutiliser ce chemin. Ouais. On va passer au prono.
Donc selon notre sponsor Unibet.fr, Merab Dvalishvili est évidemment le grand favori. Il est coté à 1,21. Cory Sandhagen est à 3,95. On est donc entre le 75-25 et le 80-20. Donc voilà, la lecture des oddmakers, c'est clairement il y a un coup d'éclat ou bien il y a une surprise d'un Sandhagen qui a étudié et trouvé une clé qu'on ne voit pas spécialement. Parce que voilà, quand tu te rapproches du 80-20, ouais, c'est le coup d'éclat quoi. Hein. Écoute, moi, avant d'étudier un petit peu les deux combattants, me remettre dans le bain, j'étais à un 60-40. Après, Okay. Oui, parce que Sandhagen, voilà, j'aime bien aussi, hein, faut l'avouer, j'aime bien sa manière de combattre. Après, en regardant leur combat, leur dernier combat, en prenant les informations, je suis plutôt sur un 70-30, 70-30. Ouais. Ok, je suis en train de regarder. Ça a ouvert plus serré. Donc les parieurs se sont positionnés sur Merab qui avait ouvert à moins 385. Je vais aller voir un peu à quoi ça correspond. Moins 385. Ouais, 1,26. On est passé de 1,26 à 1,21. On était vraiment sur le 75-25 à l'ouverture et on se rapproche du 80-20. Moi j'avoue, ouais, forcément je trouve ça peut-être un tout petit peu sévère, mais je le comprends parce qu'effectivement, en dehors du coup d'éclat, si t'as pas un coup d'éclat contre Merab, tu dois aller le prendre à la décision. Et pour le prendre à la décision, t'as tout intérêt à prendre le 1, 2, 3, ce qui semble une tâche très compliquée. Parce que prendre le 4-5 contre Merab, et je regardais aussi les décisions de Cory Sandhagen. J'ai l'impression que Cory, il a pas du tout de problème de cardio. J'ai rarement vu fatigué. Néanmoins, c'est souvent les premiers rounds qu'il prend et les derniers rounds qu'il perd. En moyenne, tu vois. Il a plus de mal à s'imposer dans les derniers que dans les premiers. Et ça montre aussi, ouais, je disais au début, c'est quelqu'un qui intellectualise beaucoup. Mais toi, tu l'as dit, il n'y a pas de colonne vertébrale. Et donc, plus le combat va avancer, plus c'est son adversaire qui va faire un read sur lui que l'inverse. Notamment, le meilleur exemple, c'est Petr Yan. Il prend le premier round contre Petr Yan. Petr Yan qui est un diesel, qui met toujours 1-2 rounds à lire son adversaire. Et ben, 2, 3, 4, 5, bah, c'est pour Petr Yan aux yeux des juges, quoi. Donc, c'était intéressant. Donc voilà, le chemin de victoire de Cory Sandhagen, ça se résume, enfin, déjà, on voit que 20% de chances de victoire et je pense que sur les 20%, il y a 90% finish et peut-être 10% des 20%, donc 2% de chances qu'il gagne à la décision, quoi, avant que le combat n'ait lieu. Ouais, après voilà, avec des gros ajustements, on pourrait être surpris. Hein. Moi, j'espère aussi ça, tu vois, des gros ajustements, des déplacements, une capacité à condenser ses techniques, à prendre vraiment le meilleur, parce que c'est aussi ça, hein, les arts martiaux, Ouais. de réduire vraiment ce qui est superflu. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de superflu, donc on peut aussi croiser les doigts pour qu'il y ait un vrai étayage sur ça. Donc ouais. Ouais, et ben voilà, moi mon prono, je me mouille cette année, c'est mon année. Enfin, c'est celle de Cory Sandhagen. Écoute, je le vois être champion. TKO de deuxième round avec le travail au corps. Je suis un fou, moi. Ouais, J'y crois pas écoute, vraiment, mais voilà, je pronostique Écoute. avec le cœur cette fois-ci. Ouais, pronostic avec le cœur, il faut aussi, hein, c'est des pronostics, donc. Moi personnellement, je vois Merab l'emporter. Je vois continuer sa progression. J'étais super content j'aime beaucoup Sean O'Malley, hein, ça fait partie des combattants récents qui m'inspirent aussi dans sa manière de combattre, mais j'étais super content de le voir finaliser Sean O'Malley parce que j'ai vu encore de la progression sur un deuxième combat préparé. C'est moi ce que j'aime beaucoup, hein, c'est la question de la progression. Donc j'aimerais à nouveau le voir progresser, Merab, nous proposer voilà je sais pas encore quoi, mais j'aimerais vraiment le voir travailler et qu'on se dise ah ouais, il a fait le taf, il a compris comment travailler Sandhagen, il l'a mis au sol, il l'a étranglé. Et moi je partirais sur un étranglement Un peu tardif ou un peu à la Sterling, genre très vite ou plus ok, Sandhagen commence à fatiguer, perdre en lucidité ou prendre des risques parce qu'il a pas pris les 3 premiers rounds ou. Allez, je vais dire étranglement premier round. Avec voilà, il met au sol, pop, il reste dessus, il frappe, Sandhagen se retourne, il grand pendant monte, il se retourne une première fois, il remet au sol, il frappe, puis Sandhagen n'a pas de solution, il y a un bras qui passe, et voilà. Bah écoute, franchement, en tout cas, pour Merab, c'est tout ce que je lui souhaite, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, si Sandhagen me régale en corrigeant tout ça, voilà. Et puis comme je l'ai déjà dit, ça va être au début du combat. Je pense que je vais avoir mon cœur qui va balancer d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est sûr aussi. Ouais.
Moi, je pense que mon cœur, il sera côté Cory Sandhagen, même si j'adore Merab. Mais si on est dans le schéma que tu viens de décrire, comme ça m'est déjà arrivé, je peux être fan d'un combattant, mais l'amour pour le sport prend le dessus. Bah et oui, si bien Merab sûr, le soumet hein. au premier round, je vais être vraiment genre waouh. Enfin, il y aura une déception pour Cory, mais il y aura plus une appréciation de ce qui s'est passé dans la cage. Pas d'idolâtrie ici. Non, voilà, pas à ce point-là. Brian, avant l'UFC 320, on a quand même un Fight Night ce week-end en Australie. Est-ce que tu as réussi à faire un top 5 de tes points Ouais, d'intérêt? ah bah oui, bah écoute. Ah, nice. C'est facile. Nice. Ok. Bah vas-y, quel est ton numéro 5? Attends, de cet événement-là ou de l'événement qui Non, arrive? c'est l'UFC à perte. Attends, mince. C'est quoi, je t'ai envoyé un message hier en me disant j'ai juste envie d'être sûr qu'on est sur la même longueur Ouais, d'onde. bah écoute, non, C'est sur le Fight je me suis Night foiré, entre, alors. Ah mince, c'est l'UFC de ce week-end. Oui. Ah non, j'ai pas fait. J'ai fait le En même fait- UFC, moi je pensais que c'était à la suite, quoi. Non, ça Mais on il garde fait pour la le semaine. 320. On regarde pour la semaine prochaine parce que sinon on aurait complètement ignoré le... Je m'étais dit que Allez, t'avais l'UFC bien de ce ignoré week-end. l'événement de ce week-end. Mais tu me connais, j'ignore pas. Même non. Et je me suis dit, ouais, mais en même temps, je pour l'ignore être- aussi d'une certaine manière. Voilà, pour être Euh, transparent avec vous, les gars, on s'est dit, enfin, je me suis dit, puisque c'est moi qui fais la programmation, mais Brian n'a pas challengé, parce que je pense qu'il était aligné avec ça. Soit on analyse Reyes contre Hulberg, soit on prend le temps d'analyser et Alex Pereira contre Ankalaev, ce qu'on a fait la semaine passée, hein, allez voir. On l'a fait un peu tôt par rapport à la date, mais voilà, c'est déjà en ligne. Plus Cory Sandhagen contre Valishvili, qui vaut vraiment la peine. Plus Jiri Prochaska contre... Khalil Rountree qu'on fera la semaine prochaine. Et je préférais faire ces trois-là en long et en large que d'enlever un de ces trois-là pour faire Reyes contre Hulberg. Pas que le combat est pas intéressant, mais selon ma définition, il est moins que les trois qu'on a sélectionnés ici. Ouais. Mais voilà, pour pas Après- complètement ignorer l'UFC à Perth, Moi, j'ai reçu un je voulais qu'on message. fasse un petit top 5 des points d'intérêt. Écoute, j'ai reçu un message. Est-ce que vous allez faire l'analyse Prochaska contre Rountree? J'ai regardé notre programme, j'ai répondu que oui. La personne Voilà. était très contente. Donc je pense que les gars de Les choix sont bons. les choix sont bons. J'ai pas fait le top 5, je pense qu'il va être très très difficile à faire. Ouais, tu vas pas l'improviser. Je vais te donner le mien et puis Vas-y. à mon avis, Non mais de je toute viens, façon, à je mon viens de avis, on regarder allait les être, noms déjà. Ok. Ouais. Bah, regarde, donc moi mon Vas-y. numéro 5, c'est juste deux noms que j'ai envie de suivre. Le premier nom que j'ai envie de suivre, c'est Jack Jenkins. À mon avis, tu t'en souviens, quand on avait fait l'analyse de Chepe Mariscal pour Morgan Charrière, on avait tous les deux regardé Chepe Mariscal contre Jack Jenkins et Jack Jenkins nous avait bien plu. Donc voilà, c'est un nom que j'ai envie de regarder, pas parce qu'il Ouais. a un grand avenir ni quoi que ce soit, mais ce combat contre Chepe Mariscal m'avait bien plu, donc quand il y a son nom, je regarde ses combats. Et alors, Michel Montague, je connais pas du tout, j'ai juste été voir son palmarès, 6-0, 6 étranglements arrière, dont 5 au PFL/Bellator. Mhm. Donc voilà, je me dis, ok, je connais pas, Ok. j'ai peut-être regardé un de ses combats au PFL, mais Donc sur la liste de 5, t'en as 2, c'est ça? ben, j'ai juste mis les deux noms. Non, j'ai juste mis ces deux noms en numéro 5 parce que Ah, voilà, j'ai ok, pas envie ok. de faire une mention honorable. En numéro 4, j'ai mis Mikalev contre Oban Elliott parce que c'est deux noms qu'on connaît. Mikalev, il a battu Kevin Jousset et Ouais. Oban Elliott, on le connaît du Cage Warriors. C'est voilà, c'est un gars, moi j'aime bien sa personnalité, j'aime bien son histoire et puis ses combats sont encore ok à regarder. Mhm. En numéro 3, j'ai mis Navajo Stirling. Je garde un œil sur lui depuis son dernier combat. C'est un bon striker. Il gère bien son allonge. Donc, je pense que ça peut être un nom assez intéressant pour cette division qui est peu intéressante des light heavyweight. Navajo numéro 2. Sterling, il est où celui-là? En prélim contre Bellato. Ah oui, ok. 7-0, ouais. Voilà. J'ai mis le combat entre Tom Nolan et Charlie Campbell. Je crois que ça va être un chouette combat à regarder. On a Ok. deux gars qui sont... T'en as un qui a 3-1 à l'UFC, l'autre qui a 2-0 ou 3-0 à l'UFC, qui offre des combats assez agréables à regarder. Et puis voilà, le numéro 1, c'est le main event. Je sais pas dire pourquoi. Hulberg, j'ai encore du mal à me hyper pour lui. Pourtant, Mhm. bien. Et Reyes, j'aime bien le côté ultra comeback, tu vois, le mec il fait une ascension, il prend presque le titre à John Jones, puis il part sur un 0-4, là il est sur un 3-0, c'est Mhm. n'importe quoi sa carrière, Mhm. mais voilà, bizarrement j'arrive pas à me hyper pour le combat, alors qu'il y a vraiment beaucoup de raisons de pouvoir se hyper, puisque d'un côté t'as Hulberg qui est un vrai prospect, et Mhm. de l'autre côté t'as Reyes qui nous fait un retournement de carrière exceptionnel, mais voilà, cette carte,
Elle passe sous les radars et même s'il y a des noms qui m'intéressent, j'arrive pas à me... Peut-être que je suis déjà trop dans le 320, je sais pas. Peut-être. Moi, en tout cas, j'y étais dans le 320, donc... Au moins, ta liste, elle est déjà prête pour la semaine prochaine. Écoute, je vais rajouter 2 noms quand même. Hein. Je vais rajouter 2 noms. Okay. Le main event, effectivement, avec la petite histoire sur les 2 combattants, ça peut être assez hypant. Je pense qu'il y en a qui seront... je sais qu'il y en a qui aiment bien et qui ont beaucoup aimé Dominique Reyes et son retour peut faire plaisir. Moi, j'ai noté 2 noms. Le premier, c'est Colby Thickness, le Canadien. Qui avait perdu contre Alexandre Topuria, c'est ça hein? Ouais. J'avais trouvé quand même qu'il avait fait enfin voilà, hein, je vais mettre du respect sur le nom du frère de Topuria, mais je trouvais qu'il avait fait un bon combat. C'était un solide combat, donc il a eu sa chance sur un last minute. Donc voilà, ça va être un nom. Et puis alors l'autre nom qui m'est familier, c'est en poids lourd, Louis Sutherland. Du LFL, champion du LFL. Voilà, champion du LFL. Donc bon, bah voilà, sur les poids lourds, il faut toujours avoir un œil parce que c'est une catégorie qui manque de combattants. Donc voilà, il a des gros. Je sais pas si t'as vu la photo là, des gros muscles. Ça part de son oreille, ouais, c'est ça, les trapèzes. Des trapèzes énormes. Des mais voilà, ça peut être une curiosité, on va dire. Tu trouves ça musclé ou plutôt, enfin moi j'appelle ça des grappèzes, tu vois, non, peu, là c'est du muscle. Hein. C'est du muscle, ok. Voilà sur les 2 noms. Mais sinon sur la carte, je suis pas très hypé, clairement. Non. Bah, j'ai l'impression que l'Australie, j'avais lu un truc par rapport aux taxes, tu vois, genre c'est pas le pays où quand tu vas combattre, tu vas recevoir beaucoup de ta prime, tu vois, il y a beaucoup de ta prime qui reste au pays de l'Australie, qui est pris aussi la taxe chez toi. Je sais pas s'il y a des accords ou ce genre de choses, mais ouais, j'ai l'impression que l'Australie, par définition, même quand ils font des pay-per-view là-bas, c'est toujours un peu fébrile. Ouais, toujours un peu fébrile, donc j'ai l'impression que c'est financier. Les combattants sont pas très chauds d'aller combattre là-bas, déjà pour le déplacement, hein, et puis pour l'aspect financier, les araignées, touches moins que quand tu combats à Abu Dhabi, quoi. Les araignées, les insectes, les animaux sauvages, je suis pas sûr que ce soit... Les moustiques, tout te tue là-bas. C'est trop dangereux. Tu vas pour combattre, mais le combat c'est la plus petite de tes préoccupations. Ouais, c'est clair. Brian, un tout grand merci les amis, merci à vous, à très bientôt, ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.